bienvenue à tous pour ce webinaire organisé par la French Tech Nantes sur le sujet de la reprise d'activité et du plan de relance. Donc, je suis Cécile de chez Troopers et je suis avec Léna Miller-Jones de l'ARACT et Jean-Christophe Juvin de la Direct. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le petit onglet dédié au fur et à mesure de la présentation. On prendra le temps d'y répondre dans une seconde partie. Mais voilà, n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure, puisqu'avec Amandine, qui sont les petites mains en coulisses, on va pouvoir trier les questions et rendre la seconde partie un peu plus fluide. Donc, je passe la parole à Léna. Bonjour, donc je suis Léna Miller-Jones, chargée de mission à l'ARACT. Donc, pour commencer, peut-être un petit mot sur l'ARACT. Tout le monde ne connaît pas. Donc, l'ARACT, c'est l'Action régionale pour l'amélioration des conditions de travail. C'est une ressource régionale qui est gérée par les partenaires sociaux, c'est-à-dire qu'on a un conseil d'administration avec des organisations syndicales et des organisations employeurs. On travaille en réseau, il y a une ARACT par région, et on travaille avec la NAIC, qui est l'agence nationale, qui est basée à Lyon. On a une mission de service public, c'est-à-dire qu'on est financé par les pouvoirs publics pour accompagner les entreprises sur les questions des conditions de travail. Pour nous, les conditions de travail, c'est le facteur de performance. Les conditions de travail, c'est les conditions de travail au sens large. Dans les conditions de travail, on va inclure tout ce qui est organisation du travail, management, risques psychosociaux. On n'est pas juste sur les conditions physiques d'exécution du travail, on est un petit peu plus large que ça. Au cœur de notre démarche, la concertation. Donc, toutes nos démarches sont en associant direction et salariés. Et en fait, on va agir avec les entreprises en les accompagnant, en expérimentant avec elles, pour pouvoir créer des outils et des méthodes qui puissent servir au plus grand nombre. Donc, ces outils et ces méthodes, vous allez les retrouver notamment sur notre site internet. Et voilà, le but, c'est de pouvoir les diffuser puisqu'on est toujours dans cette mission de service public. Alors, donc aujourd'hui, suite à la crise, on y est encore un peu, même beaucoup, il y a plusieurs sujets d'actualité qui sont à prendre en compte en ce qui concerne les conditions de travail. Alors, par exemple, l'organisation du travail et le temps de travail. C'est vrai que pendant la période, voilà, les entreprises ont dû se réorganiser, trouver de nouvelles façons de travailler, réorganiser leur temps de travail. Donc, ces questions-là se sont posées au début du confinement, se posent encore aujourd'hui avec parfois des équipes alternantes. Les entreprises ont dû développer de la polyvalence, adapter leurs horaires, faire moins d'heures pendant la période, en faire peut-être plus aujourd'hui. Voilà, il y a toutes ces questions-là qui se posent. Il y a des questions aussi autour de la régulation des tensions, du sens et de l'engagement au travail. Ce qui se passe, c'est que pendant la période de confinement, il y a eu des conditions de travail très, très différentes, des contextes de travail très différents entre les personnes qui étaient en télétravail, d'autres qui étaient en chômage partiel, d'autres qui devaient rester sur site. En télétravail, des personnes avec enfants à la maison, sans enfants, enfin voilà, il y a eu une multitude de contextes différents. Et ça a pu créer des vécus très, très différents. Avec parfois un questionnement sur le sens au travail, parfois avec un sentiment d'inutilité ou au contraire d'autres surinvestis parce que sur des activités encore utiles en la période. Il y a des collectifs ou des individus qui peuvent avoir une méconnaissance aussi de ce qu'ont vécu leurs collègues. Et tout ça peut créer des tensions. Donc, c'est aussi des questions qui se posent aujourd'hui au niveau des collectifs de travail, des tensions et de l'engagement au travail. D'autres aussi ont pu développer peut-être des compétences parce qu'elles ont pris le relais de collègues sur des postes qu'elles n'ont pas l'habitude de pratiquer. Et donc, là aussi, il y a des questions qui se posent au niveau de l'évolution, de l'engagement au travail pour ces personnes qui ont été amenées à faire des activités différentes. Il y a des questions qui se posent autour du management. Alors, le management de crise, comment est-ce que la crise a été managée en entreprise et puis le management à distance avec tout le télétravail. Il a fallu que les managers qui étaient pas forcément habitués à manager à distance développent
de nouvelles compétences et fassent au mieux sans forcément y être préparés. La question du télétravail, bien sûr, avec un télétravail massif, sans toujours avoir été préparé, qui n'est pas le télétravail qui est préconisé, pas le télétravail qui est organisé. Et donc là, beaucoup de questions aussi autour de ce télétravail, peut-être des opportunités, mais peut-être aussi des choses à formaliser et à organiser davantage. Et puis bien sûr, tout ce qui est prévention des risques, donc là avec beaucoup de plans de continuité d'activité, plans de reprise d'activité, qui ont dû être élaborés en urgence pendant la période. Voilà, c'est pas exhaustif, mais en tout cas, ce sont des thèmes aujourd'hui sur lesquels on peut être amené à se poser des questions dans le champ des conditions de travail. Et pour chacun de ces thèmes, nous, on engage vraiment les entreprises à mettre en place des échanges sur le travail, des échanges collectifs pour faire des retours d'expérience sur ce qui s'est passé pendant la crise, ce qui a bien fonctionné, ce qui a à maintenir, et puis peut-être les difficultés et ce qu'il y aurait à améliorer. Alors, c'est vrai, la question se pose pour la reprise, on va dire, dans les conditions normales, mais la question se pose aussi dans le cas où éventuellement il y aurait de nouveau ces ajustements à faire en cas de nouvelle épidémie. Voilà, donc c'est vraiment à ce moment-là qu'on engage les entreprises à se poser pour mieux repartir. Alors, ce retour d'expérience, il peut se faire autour de différentes facettes. Donc là, je vous ai mis ce qu'on appelle, nous, la fleur QVT, la fleur qualité de vie au travail, avec les différentes dimensions qui contribuent à la qualité de vie au travail, autour desquelles il va être possible de se poser la question de qu'est-ce qui a bien fonctionné, moins bien fonctionné, comment pérenniser, comment améliorer. Donc, je ne vais pas aller dans le détail, mais vous aurez ça avec la présentation. L'idée, c'est autour de chacune des pétales, voilà, se poser la question de ce qui a bien fonctionné pendant la période ou ce qui a moins bien fonctionné. Et en allant sur chacune des pétales, vous allez vraiment toucher aux différentes dimensions des conditions de travail et contribuer à la qualité de vie au travail de l'entreprise. Alors, quelques ressources et dispositifs à votre disposition. Je vous parlais d'échanges sur le travail. Donc, pendant la période, on a développé un kit qui s'appelle Échanger pour agir sur le travail avec beaucoup de fiches pratiques qui vous permettent justement d'organiser ces séances d'échange sur le travail et notamment avec une fiche sur le retour d'expérience, comment s'organise un retour d'expérience. Donc, n'hésitez pas à aller télécharger ce kit sur notre site internet. Vous avez le lien là. Un autre dispositif qui s'appelle le transformateur numérique. Dispositif auquel d'ailleurs la Direct est associée. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un dispositif d'intelligence collective qui vise à accélérer les initiatives permettant de mettre le numérique au service de la qualité de vie au travail. Alors pour qui? Pour des porteurs de projets qui souhaitent, à partir de l'expérience de la crise, s'appuyer sur le numérique pour mieux travailler demain. Donc, il va y avoir un appel à projet qui va être lancé le 7 septembre et la session d'accélération sera le 26-27 novembre. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller régulièrement sur le site du transformateur. L'appel à projet, il sera le 7 septembre et vous pourrez proposer vos projets si vous pensez que ça peut être intéressant pour vous. Et puis enfin, un dispositif qui s'appelle Objectif Reprise, qui est un dispositif qui est porté par le réseau Anactaract et la Direct, qui bénéficie des fonds sociaux européens pour permettre d'offrir gratuitement des appuis et des conseils en matière d'organisation du travail, de prévention des risques et de relations sociales. Ça s'adresse à toutes les entreprises de moins de 250 salariés qui souhaiteraient, post-crise, ou en tout cas dans cette période, mieux repartir. Donc on parlait de retour d'expérience. Si vous avez besoin d'être accompagné pour, par exemple, mener ces retours d'expérience au sein de votre entreprise, vous pouvez solliciter ce dispositif Objectif Reprise. Alors la porte d'entrée pour ce dispositif, c'est un questionnaire de 10-15 minutes qui permet d'accéder à des ressources et demander à être contacté par l'ARACT si vous avez besoin d'un appui plus poussé. Donc, je vous engage à aller regarder
le lien qui s'affiche sur la diapo pour aller voir un petit peu plus de quoi il s'agit. Et dans tous les cas, répondre au questionnaire ne vous engage à rien, mais vous amènera déjà à vous poser un premier niveau de questionnement, notamment autour des dimensions que je vous ai présentées tout à l'heure autour de la qualité de vie au travail. Voilà pour ma présentation. Je passe la main à Jean-Christophe. Merci Léna pour cette présentation. Donc moi, je vais vous parler à la suite du coup du plan de relance. Car en effet, donc les entreprises technologiques, les entreprises du secteur numérique ont un poids croissant dans l'économie et notamment en matière d'emploi. Les entreprises du numérique et de la technologie de manière générale sont un vecteur également de souveraineté technologique de la France. Et c'est pourquoi l'État a choisi de lancer un plan de relance conjoncturel et thématique destiné en priorité à ces entreprises qui sont innovantes, qui créent de la croissance et qui créent de l'emploi en France et qui contribuent à notre souveraineté pour qu'elle passe la crise et pour que toutes les actions de R&D et d'innovation qui ne sont pas nécessairement à retour sur investissement immédiat ne soient pas mises de côté en cette période pourtant difficile. Donc, je vais vous présenter mon propos peut-être en deux temps. Tout d'abord, les mesures spécifiques au plan de relance, et puis après, peut-être vous redire en fait les dispositifs davantage de droit commun qui existaient déjà et auxquels tout un chacun a droit. Alors, le plan de relance spécifique destiné aux entreprises de la tech et du numérique. Alors, tout d'abord, comme je disais, ce sont les entreprises qui contribuent fortement à la souveraineté de la nation, à la souveraineté technologique, à la préservation de nos savoir-faire. Donc, l'État a décidé de créer un fonds d'investissement doté d'ores et déjà de 150 millions d'euros, puis de 500 millions d'euros en 2021, sous un an, qui permettra à l'État de faire des interventions directes en fonds propres dans des entreprises, soit en logique défensive, soit en logique offensive, pour sécuriser le développement des startups les plus prometteuses ou le développement des innovations les plus prometteuses pour la nation. Alors, seront visées des entreprises de l'intelligence artificielle, de la santé, de la cybersécurité et des technologies à la pointe telles que l'informatique quantique, etc. Donc, ce sera un fonds d'investissement géré par BPI-France, la branche investissement de la Banque publique d'investissement, et qui permettra d'injecter, d'intervenir au capital d'entreprises qui pourraient être la proie finalement de concurrents étrangers qui chercheraient à acquérir des savoir-faire critiques dans le secteur du numérique. Alors, donc ça, c'est la première mesure. La deuxième mesure, c'est un soutien au financement spécifique aux entreprises de la tech et du numérique. Alors tout d'abord, un dispositif qui est né au cours de la crise et qui vient d'être spécifiquement réabondé, il s'agit du dispositif French Tech Bridge. Qu'est-ce que c'est? Comme son nom l'indique, il s'agit d'un dispositif qui permet d'apporter un soutien financier lorsqu'une entreprise a besoin de faire le pont entre deux levées de fonds ou une levée de fonds qui tarde à se faire du fait de la crise. Donc, c'est un fonds qui est abondé en propre par 160 millions d'euros par l'État en propre. Et comme il agit à parité avec des fonds privés, ça veut dire que c'est 320 millions d'euros en tout qui sont dédiés à financer, à créer des obligations convertibles qui seront financées 50% État, 50% par du privé pour faire la transition entre deux levées de fonds et ainsi permettre à des entreprises de leur donner un apport en fonds propres très intéressant et très précieux. Le deuxième dispositif de soutien au financement, c'est évidemment donc le PGE qu'on connaît, le prêt garanti par l'État. Alors, comme vous savez, il y a un PGE, j'allais dire générique, et puis il y a un PGE plus spécifique pour les entreprises
innovantes et les entreprises de la tech qui ont droit du coup à d'autres conditions pour l'examen de leur PGE. Alors pour rappel, hein, le PGE, prêt garanti par l'État, c'est avant tout un prêt bancaire. Ce n'est pas une aide d'État, mais c'est un prêt bancaire sur lequel l'État apporte une garantie à 90%, ce qui en fait est un levier important, un facteur de décision important pour les banques d'y aller, puisque leurs fonds sont garantis par l'État. Alors, voilà, et BPI France a la consigne, en fait, depuis peu, d'examiner également les entreprises innovantes, les entreprises de la tech, qui n'ont pas eu accès au PGE, soit parce qu'elles étaient en difficulté, soit pour d'autres raisons, mais le plus souvent, c'est parce qu'elles étaient en difficulté. Alors, il s'agit bien d'une mesure spécifique aux entreprises innovantes, aux entreprises de la tech. Donc, quand une entreprise répond à ces critères-là, d'être entreprise innovante et de n'avoir pas eu accès au PGE, alors dans ce cas, il y a une voie de recours un petit peu spécifique auprès de BPI, destinée précisément aux startups, aux entreprises un peu fragiles que la crise du Covid a pu mettre à mal et qui, selon des critères d'examen classiques, n'ont pas eu accès au PGE. Et là, grâce à cette enveloppe dédiée et fléchée spécifiquement vers les entreprises en difficulté, pourrait avoir, je dirais, une deuxième chance. Voilà. Troisième mesure, des concours d'innovation ou des challenges d'intelligence artificielle sont renforcés et relancés. Alors, qu'est-ce que c'est? Le concours Innove, en l'occurrence, c'est un concours qui est opéré par BPI et qui a pour but de financer des projets de R&D monopartenaires. Donc, et voilà, enfin, mono-entreprise, une PME, qui a un projet de R&D, un projet d'innovation, avec une assiette de dépenses d'au moins 600 000 euros. Et si ce projet-là est estimé avoir un potentiel, j'allais dire, au moins national, voilà, c'est un concours assez sélectif, mais qui donne après droit à des financements à hauteur de 45 ou 50% selon la taille de l'entreprise. Donc 45 ou 50% des dépenses d'innovation et de R&D peuvent être prises en compte lorsqu'une entreprise lance une innovation. Allez, je vais pas dire, je vais pas jusqu'à aller dire de rupture, c'est trop fort, mais en tout cas une innovation qui a un potentiel économique de niveau national. Donc, je crois ce concours Innove, va y avoir une relevée de projet peut-être ces jours-ci, mais en tout cas, une sixième vague, parce qu'on a été déjà à cinquième, une sixième vague va être exceptionnellement relancée immédiatement, courant de l'été, pour justement permettre à des entreprises qui étaient sur une dynamique d'innovation, une dynamique de R&D, de potentiellement trouver une voie de financement. Je vous ai parlé également de challenge d'intelligence artificielle. C'est également quelque chose qui est en cours. Alors, qu'est-ce que c'est? L'État a sélectionné un certain nombre de problématiques que des grandes entreprises ou que des administrations rencontrent et des problématiques qui peuvent être traitées, qui peuvent être résolues par des technologies d'intelligence artificielle ou de traitement de la donnée, ce qu'on appelle la data. Et du coup, jusqu'au 22 juillet de cette année, des startups ou des PME sont amenés à candidater pour proposer leurs solutions à ces challenges d'intelligence artificielle. Alors, il y a à peu près, 6 ou 8 challenges qui sont en cours. Je ne les ai pas tous de mémoire, mais il suffit de taper Challenge Intelligence Artificielle BPI France, par exemple, ou économie.gouv.fr, et vous verrez la liste des 6 ou 8 challenges qui ont été lauréats d'un premier appel à manifestation d'intérêt qui a été clos en janvier de cette année, qui a permis de désigner ces 6 ou 8 thématiques qui peuvent être résolues par des technos d'intelligence artificielle ou de traitement de la donnée, et sur lesquels les startups sont invitées à faire savoir qu'elles disposent d'une solution ou qu'elles sont prêtes à développer une solution. Et dans ces cas, les coûts
de développement de cette techno seront largement subventionnés par l'État. Voilà. Pour ce qui est de… donc là, on était dans les mesures, j'allais dire, plutôt de soutien au financement et de financement spécifique aux entreprises technologiques. Une troisième voie, un troisième axe qu'a souhaité fortement soutenir et développer l'État, c'est le soutien à l'émergence d'un vivier de start-up et de start-up plutôt assez fortement technologiques. Alors pour ça, l'État accompagne les sociétés d'accélération et de transfert de technologie, qu'on appelle les SAT. En l'occurrence, pour la région Pays de la Loire et Bretagne, la SAT s'appelle Ouest Valorisation. Et donc, c'est une société d'accélération et de transfert de technologie, comme son nom l'indique, qui a pour but de faire essaimer des technos depuis des laboratoires ou depuis des toutes petites structures qui n'ont pas forcément la connaissance et dont ce n'est pas le métier de valoriser leurs recherches. C'est justement de prendre cette techno, de les faire quitter les laboratoires ou les toutes petites structures et de trouver des entreprises qui peuvent ensuite les exploiter et les valoriser. Ces sociétés d'accélération et de transfert de technologie Ouest Valorisation pour Pays de la Loire, et bien voilà, ne vivent pas sans argent. Ce sont des sociétés assez subventionnées par l'État, par les ministères de la Recherche ou de l'Économie. Et donc, enfin, entre autres, hein, j'oublie peut-être d'autres financeurs qui ne m'en veuillent pas, l'État a décidé en tout cas de réabonder le financement des SAT de manière à assurer leur pérennité et par là même d'assurer un vecteur de valorisation de la recherche qui peuvent être faites par nos startups, qu'elles soient justement du numérique ou de la technologie, etc. Par ailleurs, l'État va également subventionner assez fortement des programmes d'accélération de la deep tech. Donc, vous savez que parmi les innovations, celles qui sont le plus en rupture, qui ont besoin de beaucoup de capitaux, qui nécessitent de verrouiller des leviers technologiques importants, c'est ce qu'on appelle la deep tech. Les entreprises de deep tech peuvent être et sont souvent, la plupart du temps, accompagnées par des incubateurs ou des accélérateurs. Et donc, l'État va financer ces incubateurs ou ces accélérateurs pour 15 millions d'euros afin de subventionner des programmes d'accélération ou d'accompagnement de la deep tech au sein de ces structures d'accompagnement des startups. Enfin, le quatrième volet d'action spécifique aux entreprises de la tech et du numérique concerne l'emploi. Car, comme je le disais en introduction, les entreprises du numérique et de la tech sont ou seront demain fortement créatrices d'emplois. Et donc, il est important, déjà que ces entreprises continuent de trouver les talents qu'elles ont besoin. Et parfois, elles peuvent souffrir d'un manque de visibilité ou plus généralement que les métiers de la tech ou du numérique ne sont pas tous très bien connus, pas tous très bien identifiés. Alors, auprès de certaines populations, hautement diplômées, qualifiées, ça, il n'y a pas de problème. Auprès d'autres populations, pas forcément. Et pour autant, ce sont des gens qui peuvent être tout à fait à même de travailler dans les entreprises du numérique et nos startups. Donc, une plateforme va être lancée courant de l'été pour apporter du contenu, d'information sur toutes les possibilités d'emploi, de carrière au sein du numérique et de pouvoir donner aux startups qui auraient besoin de trouver des talents, de leur donner une vitrine pour trouver ces fameux talents qu'elles recherchent et qui pourraient contribuer largement à leur croissance et par là même à la croissance de la nation tout simplement. En parallèle de ces plateformes, une opération de communication sera lancée également courant de l'été. Et enfin, la dernière mesure spécifique à ce plan de relance technologique, c'est que 1 million d'euros va être dédié pour financer et subventionner des opérations plus locales de promotion des emplois dans la tech. C'est le dispositif qui s'appelle French Tech Community Fund et qui aura pour but
de financer des opérations locales. Alors, ça peut être une opération, par exemple, à l'initiative de la cantine du numérique, ou à l'initiative peut-être, je ne sais pas, d'une communauté locale qui voudrait monter une action de promotion des emplois dans son écosystème technologique, numérique. Dans ces cas, voilà, un financement pourra être obtenu du côté de l'État. Voilà, donc vous voyez que parmi les secteurs qui sont fortement soutenus par l'État dans cette période de crise et d'après-crise, on a eu l'automobile, on a eu l'aérien, on a entendu, on a également les secteurs du tourisme, du commerce, de l'artisanat, et peut-être d'autres qui m'échappent, mais en tout cas, vous voyez que le secteur du numérique est bien pris en compte. Les entreprises de la tech sont considérées comme vitales et de ce fait peuvent bénéficier soit de dispositifs qui leur sont directement dédiés et qui les touchent directement, ou soit des dispositifs qui vont plutôt toucher l'écosystème, mais s'agissant d'entreprises qui sont fortement interconnectées justement avec un écosystème, en finançant, en subventionnant des opérations de cet écosystème, en apportant des capitaux, on permet par là même à ces entreprises de bénéficier d'un meilleur accompagnement, d'un accompagnement plus intense en financement, et donc peut-être de leur donner plus de chances de passer la crise et de devenir peut-être, qui sait, des futures licornes de demain. Voilà pour ce qui est du plan de relance tech et numérique. Je voudrais peut-être juste rapidement, si le temps ne m'est pas, sauf si je déborde de trop, je peux également vous rappeler les mesures un petit peu plus de droit commun auxquelles vous avez droit directement en tant qu'entreprise du numérique. Allez, je me lance. Si jamais ça prend trop de temps, n'hésitez pas à me le dire. Mais je vais juste rappeler. Donc, il y a des mesures de droit commun auxquelles vous avez droit. Quand je dis vous, je parle aux entreprises de la tech et du numérique. Je pense en principe, en priorité, je veux dire, au PGE, le prêt garanti par l'État. J'en ai un petit peu parlé. Il faut savoir que les entreprises de la tech et du numérique ont droit d'être examinées selon des critères qui leur sont un petit peu plus favorables. Par exemple, vous savez qu'en principe, c'est 25% le montant maximal du prêt, c'est 25% de chiffre d'affaires. Pour les entreprises, jeunes entreprises start-up, on peut aussi considérer 2 fois la masse salariale hors cotisation patronale. Donc, on prend le meilleur de ces 2 critères et ça permet d'avoir droit à un prêt garanti par l'État qu'on n'aurait peut-être pas le droit si on n'examinait que le simple critère de 25% du chiffre d'affaires. Des chefs d'entreprise pour les TPE, les indépendants et les micro-entreprises. Vous savez que vous avez droit également au fonds de solidarité. Fonds de solidarité en 2 volets. Le volet 1 par l'État qui donne droit à 1 500 € défiscalisés. Et un deuxième volet, cette fois-ci opéré par le conseil régional, qui abonde et qui peut aller jusqu'à 5 000 €, donc donné par le conseil régional, et c'est ouvert jusqu'au 15 août. On peut prétendre au deuxième volet du fonds de solidarité lorsqu'on a déjà été bénéficiaire du premier volet. Voilà. Donc, j'ai parlé du PGE, du fonds de solidarité. Il faut savoir qu'également BPI a développé des outils en propre ou en lien avec le conseil régional. Je pense au prêt rebond ou au prêt à tout. Le prêt rebond qui est opéré par BPI France pour le compte de la région Pays de la Loire, qui peut donner droit à un prêt de 75 000 € en complément d'un PGE ou en adossement d'un autre prêt bancaire. C'est un prêt à taux zéro, sans garantie, sans limité aux fonds propres de l'entreprise évidemment, remboursable en 7 ans avec 2 ans de différé. Donc c'est quand même des conditions assez favorables. Pour les entreprises un peu plus grosses, un petit peu plus matures et qui auraient besoin davantage d'argent, le prêt rebond a son jumeau grand frère qui s'appelle le prêt à tout et qui permet de donner jusqu'à 5 millions d'euros remboursable en 5 ans avec un différé de 12 mois, opéré par BPI France.
mais là, je le répète, qui concerne peut-être des entreprises un petit peu plus matures, un petit peu plus structurées et qui ont besoin d'un peu plus d'argent. Et enfin, j'avais une dernière mesure que je voulais parler, dont je voulais parler, pardon, et qui est opérée par Bpifrance. Il s'agit du prêt innovation R&D spécial Covid. Donc, une entreprise qui présente les caractéristiques d'être jeune et innovante. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au cours des 5 dernières années, alors soit elle a été accompagnée par un incubateur, soit elle a fait une levée de fonds, soit elle a obtenu un soutien public à l'innovation. Qui évidemment a un effectif de moins de 2000 salariés, voilà, et qui a besoin d'un prêt spécial ouais, destiné à financer une innovation en lien avec le Covid. Voilà, dans ces cas, vous pouvez aller voir Bpifrance qui a développé cet outil qui lui est propre, cette ligne de financement qui lui est propre, qui s'appelle le prêt innovation R&D spécial Covid. Et voilà. Et donc là, c'est un dispositif qui est un petit peu plus à discrétion de Bpifrance, mais néanmoins qui permet de compléter un besoin en financement, soit lorsqu'on a épuisé les capacités du PGE, car comme je le rappelle, le PGE est quand même limité, capé à certains critères, ou lorsqu'on n'a pas été éligible au PGE, on peut obtenir quelque chose malgré tout par cette deuxième possibilité, mais sur laquelle, je le répète encore, Bpifrance est souverain, d'où l'importance de prendre contact avec son chargé d'affaires, son conseiller Bpifrance. Voilà, j'étais un petit peu vite, mais il s'agit de mesures déjà plutôt connues depuis mars-avril dernier, hein, le PGE, le Fonds de solidarité. Vous les connaissez déjà un petit peu. N'hésitez pas à revenir vers moi si cela suscite des questions. Et une nouvelle fois, je le répète, l'État, mais également les collectivités locales, conseils régionaux, sont intimement convaincus de l'importance de soutenir les entreprises du numérique et de la tech. Et donc, voilà un certain nombre de dispositifs qui ont été mis en place spécialement pour vous soutenir. Ok, Voilà. merci beaucoup Léna et Jean-Christophe. On va passer à une deuxième partie où vous pouvez poser vos questions. Donc n'hésitez pas à aller dans le petit onglet dédié questions-réponses. On a encore quelques minutes pour y répondre. Alors peut-être pour commencer, il y avait une question pour Léna sur le rôle du manager. C'est, je pense, une place qui a été pas mal bouleversée par ce qui s'est passé. Il y a eu le confinement avec le télétravail à 100% et donc la distance entre le manager et ses équipes. Là, il y a un retour, mais pas forcément à 100%. Probablement que ça a aussi amené des changements dans la façon de manager les équipes. Quel rôle l'ARAT, pour les mois à venir, pourrait avoir auprès de ces managers qui ne sont pas à l'abri de se retrouver à nouveau dans cette situation de devoir manager à distance donc là, tout l'enjeu, ça va être d'équiper les managers pour qu'ils soient en capacité de manager en temps de crise et manager à distance. Donc quand on manage à distance, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on n'a pas les équipes sur place, on ne peut pas avoir des temps informels comme on a parfois des échanges informels. Donc là, il y a tout un processus à développer avec les équipes. Le manager, il va devoir, avec ses équipes, être beaucoup plus au clair sur les objectifs, la feuille de route. Il va devoir faire des points réguliers avec ses salariés, mettre en place des points individuels, mais aussi des points collectifs. Il va devoir aussi s'assurer de la charge de travail de chacun parce qu'elle sera encore moins visible qu'en temps normal, cette charge de travail, donc, pour s'assurer qu'il n'y ait pas des personnes en surcharge. Il va devoir aussi veiller à ce que du coup chacun prenne soin de son équilibre vie pro, vie perso, ne déborde pas trop. Il va être garant du cadre. Donc voilà. Le cadre, il n'y a pas de recette miracle sur le télétravail, c'est des choses qui se construisent collectivement. Mais en tout cas, voilà, c'est ça qu'il va falloir construire aujourd'hui, c'est le cadre.
Et puis aussi, la question, ça va être quel va être le rendu compte? Comment est-ce que le manager, quelque part, il va pouvoir voir ce qui se fait? Alors, pas forcément dans une notion de contrôle, mais aussi dans une notion de soutien, d'accompagnement de ses salariés. Donc voilà, le manager, il va avoir vraiment des casquettes multiples, alors qu'il a en temps normal, mais là, qui sont forcément à distance encore plus nécessaires et qui nécessitent d'être formalisées, en tout cas. Donc, la RACT va accompagner les managers sur ces différentes facettes. Peut-être déjà un premier, alors je ne sais pas si on peut dire conseil, mais en tout cas une première voie, ça peut être que les managers échangent entre eux leurs pratiques. C'est pas toujours évident d'échanger avec ces équipes, mais les managers entre eux peuvent peut-être plus facilement échanger sur ce qui s'est passé, faire un retour d'expérience et se donner des trucs de comment ils ont réussi justement à gérer sur ces différents champs. Voilà, et puis ils peuvent aussi, alors tout dépend du contexte de l'entreprise, hein, mais échanger avec la direction et puis pourquoi pas solliciter aussi des formations de management à distance qui sont nombreuses. Ok, merci. On a aussi une question par rapport aux risques psychosociaux. Donc, c'est vrai que la crise sanitaire a apporté son lot de nouveaux risques ou a renforcé certains risques qui étaient déjà présents dans le monde de l'entreprise. Évidemment, il y a eu la mise à jour du document unique à faire. Est-ce qu'il y a quelques points d'attention en lien justement avec les conditions de travail et le côté télétravail, travailleurs isolés est-ce qu'il y a des points d'attention à avoir par rapport à ces risques psychosociaux? Ouais, en fait, c'est vrai que la période, je le disais tout à l'heure, hein, pouvait être pas forcément très bien vécue en fonction de la situation de chacun. Ça pouvait générer de la peur, du stress. On ne sait pas exactement comment les personnes, dans quel état d'esprit elles reviennent au travail. Donc, on peut sentir des personnes un peu moins bien. L'idée des risques psychosociaux, c'est d'avoir une approche collective. Donc, déjà, faire ces retours d'expérience, c'est une première approche hein, sur les risques psychosociaux. L'idée, c'est peut-être d'identifier les situations de problème qui ont le plus posé problème au collectif pour fonctionner ensemble pendant la période. Et à partir de ces situations de problème qui définissent sur lesquelles on peut travailler concrètement, qui ne sont pas juste de l'ordre du ressenti, mais qui sont, voilà, c'est des situations qu'on peut circonscrire dans le temps, dans l'espace. On sait qui étaient les acteurs, etc. C'est des situations sur lesquelles après on peut aller chercher quelles ont été les conséquences, les causes, les ressources aussi peut-être qui ont été mises en œuvre et du coup aller tirer des fils pour chercher des axes d'amélioration. Donc c'est le conseil que je donnerais là par rapport à ça, c'est si vous sentez que voilà il y a des équipes un peu fragilisées, des personnes fragilisées avec des risques psychosociaux peut-être encore plus présents que d'habitude, c'est d'aller questionner sur les situations qui ont posé le plus de problèmes au collectif fonctionnel. Ok, merci Léna pour ces réponses. Alors pour le moment, on n'a pas d'autres questions. Est-ce que vous avez un dernier élément à apporter ou est-ce qu'on s'arrête là, Léna, Jean-Christophe? En tout cas, par rapport à ma partie, moi, ce que je peux dire, c'est que en fait, quel que soit le thème, il n'y a pas de recette toute faite. C'est vraiment à chaque organisation de construire direction et salariés ensemble la nouvelle organisation de travail, reconstruire le travail de demain. Donc, il y a des ressources, beaucoup au niveau du réseau ANAC-TARACT pour vous aider justement à questionner et à vous poser les bonnes questions pour mieux repartir. Et puis, vraiment, si aujourd'hui, vous ne savez pas par quel bout prendre les choses, je vous engage vraiment à répondre au questionnaire du dispositif Objectif Reprise qui est vraiment là pour ça, pour vous aider à déjà vous poser les premières questions, voire à aller plus loin si vous avez besoin d'un accompagnement. Ok, merci beaucoup pour ce complément, Jean-Christophe. Oui, je peux ajouter peut-être deux petits messages. Le premier, c'est que aux entreprises qui pourraient connaître
difficulté conjoncturelle bien compréhensible du fait de la crise. Mon conseil serait surtout de ne pas rester seul, de ne pas s'enfermer. C'est vrai que c'est le propre du chef d'entreprise d'y croire. C'est parfois vécu et on le comprend bien naturellement comme un échec que de devoir tendre la main pour demander de l'aide ou de voir son entreprise aller mal. J'espère vous montrer et j'espère que vous voyez à travers tous les webinaires qu'on a pu faire pendant la crise que les pouvoirs publics, au sens large, sont là avant tout pour vous aider. Non pas ils ne sont pas que justement des organismes de sanctions ou de rappel à l'ordre. C'est aussi beaucoup d'aides qui sont mises à disposition des entreprises pour les aider à passer ce cap difficile. Donc, avant tout, sachez que vous pouvez être aidé. Alors, n'hésitez pas à prendre contact avec votre conseiller BPI France, votre conseiller de la CCI, avec votre organisme qui vous accompagne, qui vous soutient. Ce sont des têtes de réseau, des structures, si je puis dire, qui connaissent bien l'ensemble des dispositifs, ce panel de dispositions que j'ai présenté un peu rapidement là, mais dont ils pourraient vous parler avec davantage de temps et de détails. Et comme vous avez pu vous en apercevoir, il y a des dispositifs qui peuvent répondre à très nombreux besoins. Donc, mon conseil numéro 1, c'est de surtout pas rester seul, c'est de bien se faire accompagner et de ne pas hésiter à aller voir donc ces structures publiques, parapubliques qui sont là pour vous accompagner et qui connaissent en détail ces mesures. Et là, le deuxième message que je voudrais passer, c'est, comme vous le voyez, en tout cas, c'est le message que j'ai essayé de faire passer, c'est que l'innovation et la R&D sont considérées comme étant très importantes pour la France, pour l'État. Et je suis sûr que les collectivités territoriales qui nous écoutent ou qui opèrent ici en région pensent la même chose. Et de ce fait, des dispositifs existent pour vous aider à financer ces projets de R&D, ces projets d'innovation, surtout s'ils contribuent à la souveraineté technologique, à la souveraineté du pays. Et donc, ouais, surtout s'ils contribuent, mais pas seulement. Voilà. Donc, vraiment, tout bon projet peut trouver un financement, un cofinancement. Et je pense que c'est très important dans cette période d'après-crise de ne pas se focaliser que sur les actions à retour sur investissement immédiat. Oui, certes, c'est une priorité d'assurer la pérennité et d'assurer le lendemain et le surlendemain, mais il faut aussi penser si possible, à l'après-demain. Il faut toujours penser le coup d'après. Et pour ça, dans le secteur de l'innovation, de la tech, du numérique, ça passe par innover, ça passe par faire de la R&D, ça passe par mettre au point de nouvelles technologies. Et bien, comme vous avez pu le voir, les bons projets trouveront des voies de financement. Donc, ne vous censurez pas, ne vous limitez pas. Il y a des dispositifs qui sont ouverts, qui fonctionnent, qui sont là pour cofinancer et soutenir des projets de qualité sur le territoire. Et donc là encore, les conseillers CCI, BPI, vos partenaires du conseil régional ou de la directe, de l'État ou d'autres structures, hein, j'en oublie certainement, sont là justement pour vous orienter vers ces bons dispositifs. Donc, n'hésitez pas à venir nous solliciter pour qu'on examine tout cela ensemble. Bien, merci à tous les deux pour toutes ces informations. Le webinaire a été enregistré, donc vous pourrez le retrouver prochainement sur la chaîne YouTube de la cantine. Et puis, il me reste à vous souhaiter une bonne après-midi à tous. Et merci beaucoup.